Cette semaine, pour le dernier épisode du Balado, on fait une revue des dernières semaines politiques et on constate l'état de la liberté au Canada et au Québec avec le rédacteur en chef de Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média et bien plus. Et pour ce dernier épisode de la saison, j'ai la joie d'être en compagnie de Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef à Libre Média. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Jérôme, alors, on a beaucoup de nouvelles à traiter, à discuter aujourd'hui, mais avant, peut-être à chaud, là, pour ceux qui nous écoutent, là, hier, le ministre du Travail, Jean Boulet, est devenu le 32e député caquiste, a annoncé son départ de la vie politique à la fin du mandat. Donc, il ne se représentera pas aux prochaines élections. Donc, on voit qu'il y a un grand ménage, entre guillemets, là, qui est en train de se faire à l'Assemblée nationale. Ben oui, c'est la chute. Hein, les gens connaissent mon célèbre hashtag ou en français mot-clic, hein, c'est ça. C'est la chute de la CAQ. Quand on voit que Mme Fréchette est incapable finalement de retenir son monde, probablement que son élection même, donc sa nomination à la tête du parti est loin de faire l'unanimité. Donc, on est quand même devant, encore une fois, du théâtre. Ben, c'est le propre de la politique, évidemment, de ne pas dire la vérité, finalement, là, d'une certaine façon. Mais c'est peut-être plus grave qu'on le pensait. Je pensais que Mme Fréchette avait réussi à recomposer, du moins en partie pour un moment, la CAQ. On pensait, et je pense toujours, qu'elle va surfer sur la stratégie de Carney, mais appliquée au provincial, hein, c'est-à-dire faire croire, faire présager des changements brusques qui pourraient briser le quotidien, la sécurité des Québécois. Donc, on va présenter un prochain gouvernement qui ne soit pas celui de la CAQ comme une source d'instabilité finalement pour le Québec. Donc, un peu comme Carney avait fait avec Donald Trump. Donc, surfer sur le PQ, c'est déstabiliser la petite sécurité des Québécois, c'est dangereux. Bon, ça va être un peu plus dur de faire ça avec le PLQ, là. Mais vous voyez, donc je pensais que plus de députés allaient se rallier finalement à cette méthode qui peut être efficace, encore une fois, malheureusement, au Québec, parce que les gens tiennent beaucoup à cette sécurité-là. Les gens sont accrochés, en fait, à leur zone de confort. Hein. Les Québécois sont beaucoup là-dedans. Donc, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir des opportunités, beaucoup plus pas beaucoup plus, mais un certain nombre de députés qui vont être opportunistes et se dire on a encore une chance avec Mme Fréchette, compte tenu de cette atmosphère politico-sociale. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de dégâts là, finalement à l'intérieur de ce parti-là divisé. On a vu M. Christian Dubé aussi raconter dans les médias cette semaine que M. Legault n'était pas son ami, n'avait jamais été son ami. Donc, on commence à citer quand même une joute assez fratricide, là, sans compter la division entre l'aile fédéraliste et l'aile dite nationaliste de la CAQ. Moi, vous le savez, chers auditeurs, j'ai toujours douté du nationalisme de la CAQ. Je n'ai jamais pensé que c'était très sincère, beaucoup sur un truc cosmétique, surtout quand on enferme 2 ans un peuple qu'on dit aimer là, durant la pandémie. Donc, moi, je doute de ce nationalisme qui est très bureaucratique, là. Mais il y a ça aussi, en plus, malgré tout, ce clivage bleu et rouge, là, finalement, à l'intérieur de la CAQ. Donc, on voit que ça va être beaucoup plus difficile que pour Mme Fréchette là, que certains pouvaient le penser. Et tant mieux, parce que moi, je ne souhaite pas la réélection de ce parti-là. Trop, c'est trop. Mais ça va être amusant parce que quand même, Francis, on va voir encore dans les prochaines semaines d'autres démissions, sans doute d'autres départs. Et Mme Fréchette va devoir inventer, je ne sais pas quel discours pour essayer de colmater ces brèches-là qui sont assez apparentes, là. Oui, bref, il y a aussi le rapport de la vérificatrice générale là, qui a, disons, souligné certaines bévues au niveau de la filière batterie, là, où est-ce Oui. que peut-être peut-être qu'on critique pas entre les branches, disons, la philosophie de l'interventionnisme étatique dans l'économie, ça c'est clair, mais on dit quand même que dans l'optique où c'est permis de le faire, ça a été mal fait. Donc, finalement, même
disons, l'illusion de professionnalisme au niveau de la gestion et de l'investissement, même à risque, des étoiles, pour ne pas dire 5 étoiles, 5 stars, je pense que c'était le fonds d'investissement dans lequel était lié M. Fitzgibbon. Donc, ces étoiles-là, finalement, ben, c'était du quatrième trio, là. Ben, c'est de la Ligue junior majeure, dans le meilleur des cas, finalement. Ben oui, donc aucune remise en question, ben une remise en question partielle, comme tu le soulèves. Pas de l'étatisme, mais la manière, effectivement, que ça a été fait. On voit quand même que ça... Non, ça n'a pas été un gouvernement très, très, très fort et les résultats, on les voit. De toute façon, le Québec est en déclin total, les institutions sont en très mauvais état, même sur le plan physique. Là, on sait, par exemple, les écoles, il y a toujours des histoires de le plafond de l'école qui tombe sur la tête des élèves qui font un examen de fin d'année. Là. Donc, c'est toujours assez parodique, finalement, comme déclin. Puis Legault, quand même, dans son discours, son dernier discours à l'Assemblée nationale, qui, lui, vraiment était allé là, dans l'entêtement. Là. C'est-à-dire qu'un des messages, rappelez-vous, qu'il avait lancé, c'est que c'était très important, en fait, que l'État intervienne dans l'économie et qu'il continue à le faire. Donc, vraiment, aucune forme de remise en question ici de ce modèle-là. Finalement, ce qu'on appelle un peu le corporatisme, les corporations, le BS corporatif, en fait. Là. Bon, une expression populaire. Mais ça va loin parce que non seulement la méthode de l'étatisme ne donne pas de très bons résultats actuellement pour les finances des Québécois là, collectives, mais ça manque de transparence et ça s'est fait de manière, comment dire, en tournant les coins ronds. Donc, on n'a pas du tout pris les précautions non plus, même de base. Là, on se rend compte que même, en fait, c'est du n'importe quoi. Là. On a vraiment affaire à des gens qui, finalement, ont mis en péril l'argent des Québécois, c'est-à-dire eux-mêmes ne prennent pas de risques pour eux-mêmes et ils le font avec l'argent des Québécois. Et bon, si ça ne fonctionne pas, ben que voulez-vous? On aura essayé, mais écoutez, vous n'êtes pas au casino, là, vous jouez avec l'argent des Québécois dans un contexte d'inflation, dans un contexte qui est difficile déjà. Puis même dans un contexte facile, ce serait déjà inapproprié comme façon de faire. Bref, vraiment pas terrible ce qu'on apprend sur le bilan finalement. On n'a pas fini d'en apprendre en fait sur le bilan du gouvernement Legault. Oui, et parallèlement, les sociétés d'État et autres organisations paragouvernementales, pour ne pas dire parasitaires, ce sont, par exemple, Investissement Québec. Là, Michel Girard, le journaliste au Journal de Montréal, nous rapportait que sur 5 ans, le rendement annualisé d'Investissement Québec est de 2,6 %. Donc, on est vraiment en dessous, même en dessous de l'inflation, là, je pense, sur 5 ans. Donc, on perd de l'argent dans ces organismes-là. Là. Je ne sais pas si... bon, quelle en est la cause? Il y a un virus. Qu'est-ce qui se passe au Québec pour que tout soit mauvais et que personne ne s'en plaigne d'une certaine façon? Est-ce que c'est le manque d'énergie? Est-ce que c'est... puis est-ce que nous, dans notre traitement médiatique, n'en rajouterons pas en donnant un coup de maillet en plus de cette réalité qui déçoit? Ne serions-nous pas mieux faire comme Joseph Facal, essayer de souligner les bons coups? Comment s'en sortir là? Parce que regarder le réel, ça peut être une façon... bon, disons que ça peut être une bonne chose dans la mesure où disons, par exemple, le corps humain, prenons l'analogie du médecin, disons qu'on peut rajouter que la personne a un cancer de la peau en phase terminale, alors qu'elle est déjà en phase terminale aux soins palliatifs. Est-ce une bonne idée que de rajouter cette information supplémentaire, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'issue possible? Est-ce qu'on en est là où le Québécois, d'une certaine façon, a déjà prononcer le diagnostic de mort cérébrale de l'organisme collectif québécois. Et c'est pour ça qu'il ne veut plus entendre parler des échecs. Peut-être. C'est sûr qu'il y a une indifférence qui est assez grave, là. C'est-à-dire il y a une dépolitisation de la société québécoise. Donc, il y a eu
y a un intérêt marqué actuellement des Québécois pour les loisirs. Là. C'est vraiment un euphémisme. Donc, on s'est désintéressé beaucoup, en fait, à la chose politique. C'est sûr, je ne suis pas le premier à dire ça. Là. On le voit un peu partout en Occident, mais ça a des répercussions assez concrètes. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où les gens ne s'intéressent plus à la vie, à la cité, là, comme on dirait en France, là, déjà, ça part mal, dans le sens où il faut avoir cet intérêt-là. Ça se cultive, l'intérêt pour la société et pour les gens qui nous gouvernent. Hein, il faut s'intéresser, savoir d'abord qui est le premier ministre. Hein, quand on fait des vox pop dans la rue, il y avait Guy Nantel qui faisait ça jusqu'à récemment. On s'aperçoit que les gens n'en savent pas beaucoup, là, en général, sur leur gouvernement, sur leur société. Certains ne savent même pas exactement dans quelle ville ils habitent. On n'est pas très loin dans certains cas. Mais peut-être le fait justement qu'il a arrêté lui-même, bon, je ne vais pas parler à sa place, là, mais lui, cet humoriste, a arrêté ses vox pop, peut-être justement. C'est un peu la même réflexion qui s'est fait qui est la mienne, c'est-à-dire c'est tellement on s'auto-humilie, on s'auto-flagelle en faisant ça. Donc c'est comme le fait de ne plus en faire. Et est-il, disons, est-il un symptôme que je veux dire, si au moins ça pouvait apporter un aspect positif, c'est-à-dire, mais on dirait que finalement il y en a pas vraiment. Non, c'est ça. Il y avait un aspect très très polémique finalement dans cet exercice de vox pop, hein, dans le fait de démasquer l'ignorance de la société québécoise et tabou. Vous savez, le Québec, on sait que c'est parfait, son modèle est parfait. Donc, dans le fait d'exposer cette ignorance collective, il y avait quelque chose de très polémique et Guy Nantel sans doute touchait une corde sensible à chaque fois sans trop s'en rendre compte, peut-être, ou peut-être justement au contraire qu'il s'en est rendu compte, comme tu le dis, et que c'était trop délicat que d'exposer ça. Puis il faut dire aussi que les médias traditionnels, en particulier, ne nous ont pas habitués à un traitement critique de l'information. Donc, et à partir du moment aussi où ils sont subventionnés par le gouvernement, dans le fond, à partir du moment où le quatrième pouvoir dépend du pouvoir, c'est sûr que les gens vont se satisfaire beaucoup plus d'un gouvernement là, bon, plus ou moins compétent, alors que si on avait de véritables chiens de garde qui avaient une approche beaucoup plus agressive là, au sens positif, c'est sûr que les gens peut-être auraient plus d'attentes envers leur gouvernement. C'est important d'avoir des médias critiques, là, vous comprenez, parce qu'il faut élever la barre dans une société. Si vous dites que finalement ça va assez bien, quand on se compare, on se console, vous savez quand même, critiquer le Québec, c'est du chiolage, vous êtes négatif, vous êtes en dépression. Non, c'est pas exactement ça. C'est important d'avoir un esprit critique pour, justement, je le répète, élever le niveau de cette société-là, de son gouvernement, de sa gouvernance, etc. Donc là, récemment, bon, ça a été longtemps la question des boissons énergétiques. On va l'aborder parce que nous, on l'aborde autrement et plus intelligemment, je pense. Puis les moustiques aussi qui sont revenus pas mal dans les médias papier. Là, la question des moustiques, quand même, le Journal de Montréal qui consacre une grande infographie à comment se protéger des moustiques. Donc, en ouvrant des portes, les fermant surtout, là, puis donc toute une espèce d'arsenal là, contre les moustiques. C'est quand même toujours assez incroyable, un peu triste, mais un peu drôle aussi. Donc, les grands enjeux aussi qui sont très forts au Québec. Donc, le point d'attention, on se concentre sur des enjeux plus que secondaires, plus que périphériques, bien souvent. Donc, je le rappelais récemment, bon, dans le cas de la boisson énergisante, on parle de 3 décès en 20 ans, selon Statistique Canada, j'ai fait mes recherches, alors que le fentanyl, par exemple, c'est 20 morts par jour. Donc, on a quand même réussi au Québec français à tenir un débat passionné et enflammé sur la boisson énergétique, alors que la crise du fentanyl, depuis 2024, fait 20 morts par jour au Canada. Donc, bon, là, les gens vont dire, oui, mais le fentanyl est illégal. Ouais, je m'en doutais quand même, là, mais vous comprenez que pourquoi au Québec, on n'a pas tenu une discussion sur les 20 morts? Bon, au Québec, c'est à l'échelle du Canada, donc ça veut dire peut-être 7-8 morts au Québec par jour, là, dû aux opioïdes. Justement, il y a un article sur Libre Média, libretradingmedia.com, un article sous ta plume, Jérôme, boisson énergisante, la question des psychostimulants évacués. Bon, tu as pu avoir une conversation avec le docteur en neurosciences, Joël Monzé, un ami de la station, comme on dit, et qui souligne que le débat a occulté une question sensible, c'est celle de l'utilité réelle et des effets dommageables des psychostimulants prescrits aux jeunes. Ben oui, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Hein. Sur les réseaux sociaux, les gens l'ont soulevé assez spontanément. Mais il faut croire que les politiciens, eux, ont été beaucoup plus réticents à aborder la question. Donc,
dans le décès là, survenu de ce fameux jeune-là qui a lancé tout ce débat-là, ben déjà, on a occulté le fait que ce jeune-là consommait des psychostimulants de type Ritalin. J'oublie le nom du médicament apparenté, là, qui est une marque. Donc, c'est l'éléphant dans la pièce. Là. Donc, d'abord, une société qui prétend vraiment se préoccuper de la santé des jeunes ne les enferme pas 2 ans non plus durant la pandémie. Là. On n'empêche pas les jeunes de faire activité physique pratiquement 2 ans si on tient vraiment à leur santé physique et mentale. Donc, je trouve que moi, il y a eu énormément d'hypocrisie dans ce débat-là. Tout d'un coup, les élus sont tous unis là, pour la santé des jeunes. Vraiment, c'est une hypocrisie absolument incroyable. On ne fait rien actuellement parce qu'au Québec pour favoriser la santé des jeunes. Et en plus, on sait que le Québec, depuis des décennies déjà, cumule des records de consommation de psychostimulants chez les jeunes. Donc, en gros, on drogue, parce que c'est une drogue légale, là, on drogue les jeunes à partir du primaire pour qu'ils se concentrent, pour qu'ils dérangent moins. Donc, ça a été quand même assez documenté. C'est devenu plus tabou avec le temps. On sait que les adultes aussi au Québec consomment énormément de tout ce qui est psychotrope, antidépresseurs et anxiolytiques. Donc, les gens ont une méchante pharmacie chez eux. Donc, tout ça est très tabou. Ce qui est tabou aussi, c'est l'unité de mesure. C'est-à-dire qu'on trouve que les jeunes, et les jeunes garçons en particulier, ils bougent trop et tout ça, mais tout dépend de l'unité de mesure. Et l'unité de mesure, ce sont les professeurs. Et qu'est-ce qui dit justement que ce ne sont pas les professeurs, ce ne sont pas les adultes, entre guillemets, qui sont un peu attardés finalement et qui sont incapables de par leur propre incapacité à gérer leur propre vie, souvent. Il y a des vies complètement... Le Québécois moyen ont souvent des vies désordonnées, ils se couchent à n'importe quelle heure, de la misère à se concentrer. On le voit, on l'a mentionné aussi, il y avait une population à moitié analphabète. Là, on parle de 50%, je crois, d'analphabétisme fonctionnel au Québec et tout. Bon, peut-être que l'unité de mesure est en deçà de celle de ceux qui prétendent juger, c'est-à-dire les enfants et les jeunes garçons en particulier. Et peut-être que c'est justement ça le problème, finalement. Donc, le problème, c'est pas qu'on n'a pas assez de, entre guillemets, orthopédagogues dans les écoles, c'est qu'il n'y a pas assez d'orthopédagogues pour les professeurs permettant de rejoindre le niveau des enfants. Ça dépend toujours où on met le focus, hein, forcément. Donc, nous, à Libre Média, on essaie justement d'éclairer des zones d'ombre hein, du débat public. Donc, ça dépend où vous portez votre attention. Il y a un dicton qui veut, c'est quoi donc, quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. On est quand même beaucoup là-dedans au Québec et ailleurs, il faut le dire. Au Québec, par paresse, on est beaucoup là-dedans. Donc, où mettons les projecteurs? On les braque sur quoi? Donc, forcément, c'est vrai parce que la jeunesse ne peut être que le reflet d'une certaine façon de ses parents. Les jeunes, on le sait, là, il y a une expression, ce sont des éponges. Donc, l'état des jeunes dépend forcément de l'état des plus vieux. Là. Donc, ça, c'est clair. Ils sont éduqués, ils vivent ils marchent dans les pas de leurs parents, de la génération précédente. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un problème d'éducation, on peut le dire très simplement, et de mentalité. C'est-à-dire, quand vous comme parent, par exemple, on sait si vous êtes vous-même, si vous pouvez transmettre une anxiété à vos enfants. Donc, les enfants vont sentir intuitivement que leurs parents sont inconfortables avec certaines situations. Donc, moi, je suis pas un spécialiste du développement de l'enfance, vous comprenez, là, mais on voit beaucoup ça, là, c'est-à-dire des parents très stressés qui veulent contrôler tous les paramètres, qui veulent avoir leur soirée, ils vont coucher leurs enfants très, très tôt. On veut contrôler vraiment tous les paramètres, alors que dans la vie, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est cette obsession aussi du contrôle, une sorte de psychorigidité là, qu'on retrouve au Québec, qui fait en sorte que je pense que les enfants se retrouvent pas ou sont inconfortables avec finalement cette intolérance et cette rigidité-là. Pas de tous les parents, mais d'un certain nombre, là, puis d'un nombre important. Et donc, pourquoi on en est venu à donner des drogues légales aux enfants? C'est sûr que ça traduit un malaise, des problèmes. Et c'est-à-dire, on ne fait que geler finalement dans une solution qui est très temporaire à un problème beaucoup plus profond, qui relève plus de l'éducation, de la manière, de la conception même des enfants. Récemment, il y a une pub, Francis, tu as vu quand même, du gouvernement du Québec, où il y a 2 femmes. Il y en a une qui tient le bébé de manière très, très éloignée. Là, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube, sur Facebook.
Et donc, il y a une publicité du gouvernement du Québec qui présente, en fait, le fait de faire du vélo comme beaucoup plus agréable et qui rend plus heureux que tenir un enfant dans ses bras. Donc, ça va très loin, là, finalement, ce rejet de aussi la natalité, etc. Mais ça va très loin. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Ça va être compliqué parce que quand on travaille sur les mentalités, c'est pas évident et les Québécois se voient pas non plus. Bon, c'est le propre de chaque culture, finalement, que d'être un peu fermé sur elle-même, là. Mais les Québécois ne savent pas où ils en sont. Je le remarque, ils n'ont pas de recul culturel non plus. Donc, pour se voir, il faut reculer, là. Donc, il faut s'excentrer, si je peux dire. Et ça n'arrive pas très souvent, cet exercice-là. Donc, c'est pour ça que souvent, au Québec, les gens pensent que je dis des choses très étranges. Non, je dis pas des choses si étranges, je dis juste des choses avec un certain recul culturel parce que je vois qu'ailleurs, ça se passe différemment. Des choses très simples, hein, par exemple, juste l'heure de coucher des enfants ou ça peut être des choses très, très simples qu'on observe, mais qui en disent beaucoup quand même sur les mentalités puis comment, justement, on perçoit l'enfance dans une société comme le Québec. Oui, puis un autre projet de loi, là, cette fois-ci au fédéral, qui n'a pas reçu encore de la sanction royale, je crois, mais c'est le C-34, où est-ce qu'il, justement, du ministre Marc Miller, qui, du haut de sa vertu, a voulu protéger les enfants des méchants médias sociaux qui, selon lui et selon ses collègues, menacent la sécurité des enfants et donc il faudra, c'était de mise de leur interdire cet accès et éventuellement d'obliger les plateformes à mettre des balises pour empêcher les enfants de moins de 16 ans, ou les adolescents même, de moins de 16 ans, de consulter les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas, il y en a qui voient ça comme un premier pas vers éventuellement une identité numérique. Là, que je ne sais pas comment est-ce que tu vois un peu cette prétendue protection des enfants. Là. Ouais, ben c'est sûr qu'on s'est beaucoup servi justement de la protection des enfants dans le discours pour justifier le resserrement de certaines libertés. Donc, on l'a vu avec Telegram, par exemple, en France. À chaque fois, c'est pas seulement la sécurité des enfants, mais la sécurité du public en général. Donc, c'est toujours au nom de la lutte au crime organisé ou au nom de la sécurité des uns et des autres qu'on va finalement resserrer le contrôle du gouvernement autour des plateformes, mais aussi autour des utilisateurs eux-mêmes. Donc, c'est à surveiller. C'est-à-dire, moi, je ne tranche pas la question. Je ne sais pas s'il faut vraiment interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans. Et quand je ne le sais pas, je l'avoue quand même sincèrement, je ne commande pas tout ce qui passe là, sans avoir fait ma réflexion là, sur le sujet. Donc, pour moi, je ne le sais pas. Honnêtement, est-ce qu'il faut interdire au moins de 16 ans? Apparemment, il y a beaucoup d'études qui démontrent que c'est très, très néfaste pour le développement en général. Bon, surtout l'estime d'eux-mêmes, là. On parle beaucoup de ça. Surtout TikTok, il y a des réseaux sociaux qui sont pires que d'autres. Il y en a des pires que d'autres aussi. Comme TikTok, on sait que l'algorithme est d'une certaine façon un poison chinois dans le but de rendre plus stupides les générations futures de l'Occident, ça on le sait. D'où la volonté de Donald Trump d'en obliger l'acquisition pour sa filière américaine. Mais on sait aussi que les réseaux sociaux, oui, c'est mauvais, mais est-ce que c'est pas plutôt aux parents que revient, disons, l'autorité? Est-ce que passer directement des plateformes au gouvernement, ce n'est pas une manière de dire aux parents, vous êtes complètement stupides, mais en même temps, nombreux sont les exemples où il y a un relâchement de l'autorité parentale aussi. Donc, est-ce que c'est justifié ou pas? Donc, est-ce que finalement, les libéraux ont raison de mépriser l'autorité parentale telle qu'elle se déploie aujourd'hui au Canada, finalement? Est-ce que ce paternalisme bureaucratique fédéral est, oui ou non, légitime? Ben moi, je crois beaucoup à l'autorité parentale. Je pense que ça s'est perdu. Puis effectivement, je pense que le gouvernement a toujours eu tendance à s'ingérer dans l'éducation et dans les foyers, finalement, là. Je pense que c'est une tentation de l'État qu'il faut absolument surveiller. Il faut rester vigilant. Après, c'est ça. On a fait une entrevue en février 2026, Francis, avec John Delorenne, qui est un militant pour les libertés civiles en France. Parce que la France aussi
vise finalement la même chose, interdire Oui, Macron, il fait son fanfaron, comme on dit, et sur X notamment, en disant qu'il parle d'un mouvement. Donc là, aujourd'hui, hier, jeudi, c'était les Émirats arabes unis qui joignaient le mouvement du bannissement des enfants des plateformes, des médias sociaux. Il parle d'un mouvement. Là. On n'a plus les mouvements Oui, qu'on avait. Macron, Mais c'est vrai que c'est drôle à quel point même cette rhétorique disons, du mouvement, d'aller être de l'avant et tout ça, de progressisme, est aujourd'hui utilisé dans les buts de restriction des libertés, là, contrairement à ce qu'elle pouvait être il y a même pas 10 ans encore. Donc, le mouvement d'émancipation par la restriction, on est vraiment dans Orwell et les mots ne veulent plus rien dire rendu là. Oui, ça avoue que c'est assez paradoxal. Macron, qui a développé un autre genre de communication aussi récemment, avec toutes sortes de vidéos et de photos qui a de l'air à viser un public, disons, plus adolescent, là, toutes sortes de montages. Je pense qu'il y a une nouvelle agent de communication, ce président qui est sur la fin. Donc, en France, en gros, ce que nous disait John de Lorraine, c'est que carrément, le projet de loi, là, qui est toujours à sa première lecture apparemment, ouvrait la voie à la reconnaissance faciale, donc la banalisation de la reconnaissance faciale. En même temps, on a déjà ça avec nos iPhones, etc. Là, on sait que nos cellulaires nous reconnaissent déjà le visage, là, avec un risque accru de censure et de fuite de données. Donc, ça pose beaucoup quand même de défis pour, justement, oui, dans une démocratie libérale, comment faire pour concilier ces nouvelles interdictions avec le libéralisme, le respect de l'autorité parentale, etc. Ça va être assez compliqué. Donc, c'est à suivre. Là, moi, je reste ouvert à l'idée de, peut-être interdire au moins de 16 ans. Par exemple, moi, le cellulaire à l'école, je pense qu'on peut l'apporter en classe. Ça m'apparaît assez compliqué si tout le monde est toujours là-dessus. Donc, je suis un peu entre les deux, entre les conservateurs et les plus libéraux. Mais chose certaine, je sais que le pouvoir peut se servir de bonnes intentions. Ça, c'est clair, pour restreindre les libertés et accroître le pouvoir de l'État, là. Donc là, ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est vraiment l'écueil principal. Donc, si on le fait, et si on pense qu'il faut interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans, par exemple, il faut s'assurer que ce n'est pas un prétexte, là, vraiment un pur prétexte du gouvernement pour justement accroître son pouvoir sur les citoyens à travers la société de surveillance, etc. Donc, ça peut obliger, effectivement. En Royaume-Uni, c'est la même chose, hein, la fameuse carte, là, c'est-à-dire on va s'identifier constamment. Et c'est un peu la fin de l'anonymat et la fin des libertés. Même chose, le même principe pour l'argent cash, etc. À la fin de l'argent cash, c'est avoir de l'argent qui est traçable, etc. Donc, de tout ce qu'on fait, tous nos mouvements, toutes nos actions maintenant sur le net sont appelées à être surveillées, enregistrées, monitorées. Et ça s'inscrit forcément dans ça. Donc, restons vigilants. Bien, c'est ça, dans ce contexte, on voit qu'il y a comme un bras de fer entre les États ou certains États là, en Occident et les grandes plateformes de médias sociaux, X et leur PDG, notamment Elon Musk et tout, qui est un maximaliste en termes de liberté d'expression. Mais on se rend compte aussi que ce ne sont pas tous les gouvernements, c'est des gouvernements qui flirtent avec l'autoritarisme souvent. Là, on parle de la France, on parle du Royaume-Uni, on parle du Canada et tout ça. Donc, ce sont tous des pays, oui, de tradition libérale, mais qui ont pris un tournant illibéral là, dans les dernières années, notamment avec la COVID, mais ça perdure. Et donc, on voit comment ce bras de fer avec certains États sont contre différents pouvoirs. Et dans ce contexte, est-ce que justement les grandes plateformes ne sont pas les meilleurs alliés pour protéger la liberté d'expression aujourd'hui? Donc, est-ce que finalement cette mauvaise presse qu'on voit dans certains médias, où est-ce qu'on traite Elon Musk, comment le haïr, ou comment le détester de manière encore plus efficace, comme le Globe and Mail a fait lors de l'introduction en bourse de SpaceX, est-ce qu'on n'est pas justement dans cette logique où les meilleurs garants sont devenus les multinationales, puisqu'ils sont les seuls à pouvoir faire un contrepoids contre cette dérive autoritaire de certains États anciennement, disons, libéraux comme ceux que j'ai nommés? Bien, ça peut être le cas pendant certaines périodes. Ça a été le cas durant la pandémie. Pas sur Facebook, par contre. On sait que Zuckerberg, lui, a collaboré. Il s'en est excusé, finalement, d'avoir collaboré avec la Maison-Blanche pour censurer des contenus dits complotistes, anti-vaccins, etc.
Donc, ça dépend aussi de l'orientation des boss, là, finalement, de leurs propres opinions politiques. Et je pense qu'il faut quand même se méfier, malgré tout, de ce qu'on appelle le capital, là, à gauche. C'est-à-dire, on parle quand même de plateformes qui ont surpassé le pouvoir d'État, donc elles ont un pouvoir quand même considérable sur nos vies. Moi, je pense qu'il faut toujours se méfier du pouvoir en général, qu'il soit finalement financier ou étatique. Le pouvoir, je pense que il faut s'en méfier. Mais c'est vrai qu'on est dans une époque où ce sont surtout les États, honnêtement, qui veulent contrôler le message. Et on a vu qu'il y avait quand même des résistants. Pavel Durov, PDG de Telegram, qui lui était vraiment une sorte de libertarien, là, qui vraiment croit dur sur fer, je pense, à la liberté d'expression. Musk appartient aussi à cette catégorie-là. Zuckerberg, je m'en méfie plus parce que, bon, avec ce qui s'est passé durant la COVID, il a admis tout ça, là, il a admis ses fautes. Là, pour un peu, puis, il a admis ses fautes, on sait, de manière un peu opportuniste pour un peu avant la réélection de Donald Trump. Donc, on voit que le gars ménageait évidemment ses relations avec la Maison-Blanche. Mais oui, ça se peut, mais il faut voir dans le temps. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des périodes où c'est vrai actuellement, on est là. Ça pourrait être l'inverse plus tard. Là. Ça pourrait être des États plus libertariens, entre guillemets, qui finissent par se confronter à des corporations qui veulent, elles, prendre le contrôle. Ça peut évoluer. Le pire qui peut arriver, je pense, c'est l'alliance quand même entre les plateformes et le gouvernement, comme durant la COVID, du moins sur Meta. Ça, c'est atroce. Là. C'est-à-dire, si les grandes plateformes, avec les moyens qu'elles ont, technologiques, s'allient à des États qui, par essence même, hein, c'est dans la nature de l'État de vouloir s'étendre partout. C'est le grand monstre froid, évidemment, de Hobbes, c'est le Léviathan, etc. Donc, c'est sans avoir une philosophie politique trop américaine, c'est sûr, l'État, lui, va toujours s'ingérer. Donc, il faut éviter ce mariage, hein, finalement, entre les plateformes et les États. Et c'est ce que les États essaient actuellement, justement, avec ces interdictions. Donc, vous voyez que malgré tout, tu me fais réfléchir à voix haute, là, Francis. Je reste plus méfiant, dans le camp quand même des plus méfiants. Oui, évidemment, pour la santé mentale des jeunes, mais pour les libertés aussi, en même temps. Mais vous voyez à quel point c'est vertueux. Je regarde juste les titres de presse, là. Pour protéger nos enfants, le Royaume-Uni va interdire l'accès des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Tout ça, c'est très, très vertueux. Hein. Donc, on est du côté des enfants. Et pendant ça, le Royaume-Uni qui prétend protéger les enfants, mais on apprend dans un rapport dont on a fait état à Libra-Média qu'il y a eu 250 000 jeunes femmes blanches réduites en esclavage sexuel par ce qu'on appelle les grooming gangs. Donc, ça fait quand même assez sourire, là, Francis, c'est-à-dire le Royaume-Uni qui se soucie, lui, de la santé des adolescents. Écoutez, là, on est quand même, encore une fois, dans 1984. Donc, si le Royaume-Uni veut s'occuper de la sécurité, de la protection des enfants, qui commence par faire le ménage dans ces grooming gangs, là, qui sont encore bien présents dans plusieurs villes, c'est urgent. Oui, c'est ça. Donc, on est peut-être devant une autre tentative, une énième tentative de diversion. Là. C'est comme si tous ces États que j'ai nommés, entre guillemets, autoritaires, c'est comme s'ils avaient une force bureaucratique gargantuesque. On le sait, l'État canadien, par exemple, a augmenté sa force, quoique réduit un petit peu récemment, heureusement, mais le nombre de fonctionnaires qu'ils ont, c'est ces anciens... disons ceux qui ont suivi le modèle de l'État-providence décadent, ils ont une force bureaucratique assez importante, mais en même temps, ils sont en plein déclin démographique, déclin économique, déclin intellectuel, déclin culturel, déclin civilisationnel. Et donc, il se ramasse avec, d'une certaine façon, une force de frappe, mais qui ne sert plus à rien. Donc, donc, puisqu'il n'y a plus d'objets, il n'y a plus de projets communs, tout ce qu'il y a, c'est de l'autogestion pour que finalement, le statu quo. On a affaire, d'une certaine façon, à des gouvernements conservateurs qui veulent conserver ce qu'il y a et qui ne veulent pas entrer dans les nouvelles options qui s'offrent à nous. Là. On le voit, le dynamisme, par exemple, qu'il y a aux États-Unis en ce moment au niveau technologique, oui, mais les investissements et tout ça qu'on voit, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, c'est comme si tous ces pouvoirs des
Européens, carnés du G7, à l'exception de Trump et peut-être Mélanie, en Italie. C'est comme s'ils n'avaient plus d'objets et donc ils se recroquevillaient sur le contrôle du micromanagement social, finalement. Oui, ça se peut que ça soit un aveu d'impuissance et une sorte de combat d'arrière-garde. Donc, effectivement, quand on sent que ça nous a échappé l'essentiel, finalement, on se rabat sur des choses plus périphériques. Ça se peut. Hein. Souvent, on est là-dedans. C'est le cas du Québec. Symbolique aussi. Hein. À sa propre échelle, c'est-à-dire immigration massive, on a perdu complètement le contrôle. Le fédéral gère là, quand même une bonne partie de notre existence. Et par exemple, on réglemente les boissons énergisantes et on va se pencher sur des cas, vous comprenez, ça fait sourire, c'est un peu triste. Puis encore une fois, moi, je peux en débattre. Là, je n'ai pas de misère à croire que boire 12 Red Bull par jour, ça soit néfaste. Là. Écoutez, j'ai pas de misère à croire ça. Mais vous avez vu aussi comme on a réduit ce débat-là aussi au Québec. Là, c'est-à-dire, encore une fois, il y avait les gens qui étaient pour le bien des enfants et les gens qui étaient contre le bien des enfants, le bien-être, c'est-à-dire très, très manichéen. Donc, c'est aussi des débats qui nous permettent pas vraiment de dialoguer de la façon que on gesticule plus qu'on agit. Là. C'est ça. Puis de la façon que c'est amené par les médias. Donc, c'est toujours beaucoup de vertu, beaucoup de morale. Et ça va être la même chose si on emmène justement ce débat-là au Canada. Il va y avoir les gens qui sont pour le bien-être des enfants et contre le bien-être des enfants, les méchants libertariens, l'extrême droite qui veut détruire la santé mentale des enfants. Souvent, on ne dépasse pas beaucoup ça. Hein. C'est assez triste. Donc, c'est à suivre, mais chose certaine, il faut absolument rester vigilant et regarder très attentivement les projets de loi et de voir toutes les clauses où le gouvernement s'avance finalement sur le terrain des libertés individuelles. Sur ce terrain-là, justement, a été publié cette semaine sur la chaîne YouTube de Libre Média une entrevue que tu avais réalisée de ton dernier passage en Argentine, à Buenos Aires, où tu as pu rencontrer la journaliste Agustina Sucri, qui est spécialisée en santé. Et donc, d'une certaine façon, dans cette entrevue-là, vous faites un bilan de la gestion de la COVID et vous soulignez d'énormes, on pourrait dire, correspondances entre la gestion qui a été faite dans ce pays-là et ce qui a été fait ici même au Canada. Quoique de leur côté, il y a eu un certain réveil qui a permis éventuellement, ou qui a été un des facteurs contributeurs de l'élection de Milei, ce qui n'a pas été le cas ici. Alors, parle-nous un peu de qui est cette journaliste, comment tu l'as rencontrée, comment s'est passée cette conversation? Oui, bien écoute, tu étais là puisque tu as tourné cette entrevue qui dure, je pense une quarantaine de minutes. Faut le dire, c'est la version longue, en fait, de l'entrevue qui se retrouve dans le documentaire qu'on a fait sur l'Argentine de Milei, donc à Buenos Aires en novembre dernier. Et on a décidé, compte tenu de la qualité, en fait, de l'importance de cette entrevue-là, on a décidé de diffuser cette entrevue-là au long. Sur notre chaîne YouTube. Pourquoi? D'abord parce que la pandémie, on n'y est jamais assez revenu, en fait, au Québec comme ailleurs. Hein, on essaie de l'oublier. Ceux qui ont un peu honte de comment ils se sont comportés sont les premiers à nous dire « Avez-vous fini d'en parler? » Non, pas tout à fait. On n'a pas d'obsession comme telle. Seulement, c'est comme une période historique, d'une certaine façon, 2-3 ans quand même, qui a marqué les mentalités, l'histoire du monde entier. Ça va rester dans les livres d'histoire, là, cette pandémie-là, donc on ne peut pas faire comme si en faire abstraction. Mais surtout pour les parallèles, on l'a publié parce que les gens se reconnaissent énormément dans ce qui s'est passé au Québec et en France aussi. Donc, Mme Sucri décrit l'Argentine de la pandémie et on a vraiment l'impression qu'elle décrit le Québec ou le Canada avec cette propagande médiatique, avec ces mesures sanitaires abusives, avec ce confinement, avec le traitement de certains médecins dissidents. Donc, vraiment, les mêmes outils qui ont été utilisés pour censurer, pour contrôler la population. C'est vraiment étonnant. Donc, j'ai reçu beaucoup de commentaires. C'est ça, des gens qui me disent « Mais c'est pareil, c'est incroyable. Elle parle du Québec. » Non, elle parle de l'Argentine. Donc, on voit aussi qu'il y avait carrément des firmes là, qui
qui ont proposé plus ou moins les mêmes mesures partout en Occident. Donc, ça crée cette espèce d'uniformité de la réponse sanitaire, alors qu'elle aurait pu être assez diversifiée, en fait, parce que toutes les sociétés non plus répondaient pas de la même façon, avec leurs particularités, leur économie. En Amérique latine, beaucoup des économies informelles, par exemple. Donc, c'était pas le même contexte là, au Québec ou en Argentine. Ça doit être au Mexique, avec des milliers de personnes qui vont vendre des choses dans la rue, ou au Québec l'hiver où déjà il n'y a pas grand monde dans la rue. Déjà, c'est deux contextes. Donc, les autorités n'ont jamais tenu compte, en fait, des particularités culturelles des peuples dans leur réponse à cette pandémie-là. Bref, une entrevue, importante. Je pense qu'il va rester dans les archives d'une certaine façon. Donc, Agustina Sucri, Francis, c'est une journaliste argentine qui écrit à la Prensa, notamment, et qui vraiment une journaliste chevronnée spécialisée en santé. Donc, elle sait vraiment de quoi elle parle. Elle n'en était pas à ses premières années comme journaliste quand est arrivée la pandémie. Et elle est assez sévère aussi à l'égard de ses collègues là, journalistes qui elle les décrit notamment comme des porte-paroles du gouvernement durant cette période sombre. Et pourquoi on s'est penché là-dessus aussi? Parce que en fait, c'est un des éléments clés quand même de l'élection de Milei. Milei, ça n'a jamais été dit. Je pense qu'on est le seul média francophone à en avoir fait état. Milei a été un des grands critiques des mesures sanitaires en Argentine durant les confinements. C'était une sorte de journaliste critique qui critiquait tout ça. Et c'est ça un peu aussi qui l'a propulsé au devant de la scène. Et ça a nourri beaucoup le courant anti-système. C'est-à-dire les gens en avaient assez du gouvernement, de ce gouvernement qui non seulement crée énormément d'inflation, mais qui enferme la population pendant 2 ans. Donc, c'est sûr que Milei, lui, émerge 1 an et demi à peu près après la fin de la pandémie. Donc, c'était une variable qu'il fallait considérer. Et je suis assez fier de la manière, Francis, avec laquelle on a monté le documentaire. C'est-à-dire on a inséré, je pense, cet élément-là à la bonne place. Ça fait partie du puzzle, la pandémie en Argentine dans l'élection de Milei, de l'équation, c'est-à-dire plutôt. Donc, bref, allez voir ça sur notre chaîne YouTube et ça vaut vraiment la peine. Dans le documentaire, il y avait aussi une autre entrevue qu'on avait fait, puis avec un économiste d'un institut un peu justement libéral, qui est, disons, dans la même école économique que Milei, qui est celle de qui s'inspire de l'école d'Autriche, là, je crois. Ouais, et là, on se rend compte que il explique que justement, Milei n'est pas arrivé tout de suite, tout seul. Et là, les gens ont compris. Il y a eu une préparation. Ça s'est fait pendant de longues années. Il y a eu des économistes qui sont allés à la télévision et qui ont commenté et qui ont montré comment les déficits égale inflation, déficit égale inflation, déficit égale inflation, au moment où les gens subissaient l'inflation. Et finalement, ils ont réussi à faire en sorte que la population comprenne qu'il y a un lien direct et principal entre les déficits et l'inflation. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de faire ça un peu chez nous? Il n'y a pas vraiment d'économistes qui sont... Au contraire, il y en a, mais ils sont exclus. Donc, zone économie, on le voit, ce n'est que fait pour faire rendre le portrait le plus beau possible et se victimiser le plus possible, de faire en sorte d'externaliser la cause du problème le plus possible. On est toujours dans la justification. Donc, même Mark Carney au G7 incapable de même avoir une rencontre avec Trump pour parler de la future SPO, mais du tarif et tout, et il est incapable de lui parler. Donc, l'échec est camouflé. De toute façon, Trump était trop occupé à s'occuper du Moyen-Orient pour s'occuper. Vraiment, je pense que oui, il y a eu les médias porte-parole, mais aujourd'hui, c'est les médias damage control auxquels on a affaire et essayer de perpétuer ce déni total et cette incapacité à indiquer quelles sont les causes réelles des problèmes que les gens vivent. Mais en Argentine, j'imagine, on doit affaire à le Québec et l'Argentine, peut-être que les deux populations peuvent se comparer au niveau de l'éducation, au niveau de l'alphabétisation, on espère. Comment faire en sorte que les Québécois et les Canadiens éventuellement finissent par comprendre que lorsque les politiciens promettent mer et monde avec des déficits et finalement
ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire de l'allègement quantitatif et qui finalement fait la planche à billets, comme on dit. On imprime de l'argent, donc ça crée de l'inflation puisqu'il y a trop de masse monétaire par rapport. Donc, comment faire en sorte que le paysage médiatique réussisse au Québec et au Canada à faire en sorte que la population comprenne que cela? Finalement, c'est des charmeurs de serpents. C'est comme c'est un peu ça, là, les politiciens aujourd'hui. Ils jouent de la flûte, ils font en sorte que le cobra, qui est l'électeur moyen, danse, finalement. Ben, la confiance est quand même moins là. Hein? Donc, il y a un début de méfiance et je pense de saine méfiance envers l'action des gouvernements. Donc, il y a eu un sondage cette semaine réalisé par la firme Léger pour le barreau du Québec. Et dans ce sondage-là, on apprend que 45% des Québécois ne font pas confiance au gouvernement du Québec. Ça commence, disons, les chiffres commencent à parler. J'ai demandé, en fait, chers auditeurs, à avoir le détail de cette étude-là. À la firme Tact, à l'heure où nous enregistrons, ne m'a toujours pas fourni le détail de cette étude. Je veux cette étude papier pour faire mes devoirs et pour pouvoir en traiter à Libremédia de manière plus précise. Mais regardez quand même, c'est sur Internet. Écoutez, c'est quand même assez incroyable. Donc, les plus récentes données d'un sondage Léger réalisé pour le barreau du Québec mettent en lumière une érosion marquée du lien de confiance envers des institutions publiques clés, notamment le gouvernement du Québec, les tribunaux et, vous allez être très surpris, chers auditeurs, les médias. Donc, ça commence à s'éroder cette espèce d'amour aveugle envers le gouvernement. Et comment faire, Francis, pour qu'on continue à entretenir cette méfiance saine? Pas méfiance gratuite, pas de haine, mais être vigilant. Là, ça passe aussi par, encore une fois, une circulation différente de l'information dans la sphère publique. Ça, j'y reviens souvent, mais c'est quand même assez évident, aussi longtemps que les gens vont être branchés sur TVA, c'est sûr, et sur Radio-Canada. C'est sûr qu'on ne va pas nourrir cette saine méfiance. Donc, comment ils vont. Puis sinon, comment ils vont finir par comprendre, Francis? Ben, malheureusement, par le portefeuille. Là, ça commence à être plus concret avec l'inflation, la hausse des loyers. Mais il y a une grogne qui est actuellement en train de s'installer là, durablement au Québec. On le voit avec la popularité, par exemple, de Liquidation Marie. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à se nourrir non plus convenablement. Donc, ça, c'est un peu par la force des choses. Là, c'est un peu malheureux parce que c'est des gens qui vont devoir se réveiller malgré eux, hein, qui peut-être n'avaient pas envie de sortir de leur zone de confort, mais qui s'aperçoivent à la fin du mois qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que les décisions mauvaises des politiciens et de l'establishment est en train de les affecter directement dans leur vie. Là. Au-delà même des enjeux culturels amenés par l'immigration de masse, les enjeux économiques sont très concrets. Donc, les gens vont devoir réduire leurs loisirs. Par exemple, les Québécois sont très forts là-dessus. Donc là, ça va. Il y a un début de réveil très clair. Donc, deux choses. D'abord, une perte de confiance qui s'accentue depuis la pandémie envers les institutions et le système en général et un impact économique très clair sur le portefeuille des Québécois chaque jour. Mais en même temps, ces institutions-là, ils ont une raison d'être, c'est-à-dire qu'ils ont été établis pour répondre à des problèmes et tout ça. Donc, par exemple, ouais, exactement. Et donc, parmi ces besoins-là, par exemple, le Parlement existe avec une opposition des partis parce qu'il existe plusieurs points de vue sur le réel avec des solutions différentes et il n'y a jamais une solution parfaite, il y a toujours du plus et du moins. Donc, et c'est un peu la même chose dans les médias. On va déléguer cette capacité à chercher parce que le citoyen moyen n'a pas le temps d'aller vérifier les faits, vérifier les dires, vérifier tout ça. Et donc, c'est comme si, comment d'une certaine façon, réformer. Donc, si on évacue ces institutions-là, et on les remplace par rien de mieux, ben, ce bien qui était voulu à l'origine de l'institutionnalisation, ben, il ne se reproduira plus. Et donc là, on va se ramasser avec pas nécessairement une meilleure situation si on n'a plus
de partis politiques qui ont des points de vue différents sur le réel, ce qui est un peu le cas en ce moment sur la majorité à la virgule près, sauf le Parti conservateur, qui est vraiment le seul mouton noir de l'offre politique au Québec. On se rend compte que oui, il y a, d'une certaine façon, des risques. Comment pouvons-nous, l'unisson, la volonté de toujours être ensemble, de voter à l'unanimité et tout ça. Donc, ça crée le manichéisme dont tu as parlé, mais ça crée aussi une vision unidirectionnelle qui réduit le réel, mais finalement, le réel finit par nous rattraper. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse garder ce tissu institutionnel-là tout en évacuant, disons, les mauvaises tendances dans lesquelles ils se sont engagés. La même chose pour les médias. Les médias, le citoyen moyen n'a pas le temps d'aller vérifier les faits, donc globalement, socialement, on a créé une institution qui sont les médias qui permettent d'aller vérifier ces faits-là et de contre-vérifier et de faire en sorte que ce soit vrai, tout ça est contextualisé et tout. Si on n'a plus ça, le citoyen moyen va être encore plus dépourvu. Et donc, peut-être que oui, il n'aura pas nécessairement la propagande qu'on lui sert en ce moment, mais c'est pas parce qu'on n'est pas le cerveau rempli de propagande qu'on est dans la vérité non plus. On peut être dans un autre type d'erreur, encore moins sophistiquée, encore moins... Comment est-ce qu'on fait pour réformer, selon toi, disons, ou sauver les institutions décadente, parce que c'est comme si c'est une décadence, on l'a nommé au départ, c'est une décadence généralisée. Donc, c'est chaque tissu institutionnel et chaque personnalité aussi, les personnes qu'on rencontre dans la rue, que c'est pas vrai que si vous fumez si vous fumez du pot donné par le gouvernement, vous allez faire votre journée avec le même résultat au niveau de votre propre santé mentale, de votre propre optimisation de vos capacités que si vous ne l'aviez pas fait. Donc, il y a une décadence globale, personnelle, sociale, des institutions de la société civile, des institutions du gouvernement, de l'État. C'est vraiment un déclin civilisationnel. Comment est-ce qu'on fait pour essayer, sans décourager personne, essayer de maintenir un peu tout ça? Est-ce qu'il faut le maintenir ou faut-il construire à côté et laisser ça s'écrouler finalement? Ouais, c'est une question d'équilibre. Hein. Moi, je ne suis pas pour le démantèlement complet de l'État. Je ne crois pas à l'abolition. Le démantèlement, il est auto-infligé, c'est-à-dire que ça se démantèle. Donc, devant le contexte, même les acteurs principaux démantèlent eux-mêmes sans s'en rendre compte. Si on regarde des partis politiques aujourd'hui, la qualité du débat qu'on a décrié un peu plus tôt, la qualité du débat, les neurones de leur cerveau qui sont utilisés pour pouvoir répondre aux défis qui sont les nôtres, sont elles-mêmes en train de se démanteler. Comment faire en sorte que vaut-il mieux construire à côté et laisser la culture s'autodémanteler ou s'investir chacun à sa place, réinvestir les institutions pour les préserver finalement? Je pense un peu des deux. On peut évoluer un peu en parallèle. C'est un peu ce que font les médias indépendants aussi, en marge des institutions. Donc, il y a un auto-renouvellement quand même d'une partie de la société, heureusement, à travers toutes ces initiatives-là, libres, etc., de la société civile. Il reste encore un peu de société civile au Québec, Dieu merci. Mais sinon, ça prend du sang neuf. C'est sûr que c'est ce qu'on a fait en Argentine. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez le même personnel politique à peu près depuis des années, vraiment, vous avez une culture de la fonction publique qui est implantée. Donc, c'est sûr, ça prend du sang neuf, ça prend de l'alternance, ça prend une rotation dans le personnel même, là. Et là, vous allez dire, ce ne sera pas suffisant. C'est sûr que si des jeunes plus ou moins bien formés arrivent, ce ne sera pas suffisant, effectivement. Mais c'est là que la question de l'alternance, quand même, là, c'est-à-dire le parti unique là, qu'on voit à l'Assemblée nationale sur plusieurs sujets doit être fissuré. Là. Il faut parvenir ne serait-ce qu'avec le PCQ, mais ça pourrait être un autre parti là, dans un autre scénario. Mais on entretient beaucoup ça, c'est-à-dire la caste, là, c'est-à-dire des milieux qui sont très fermés et qui tiennent mordicus à leur place. Donc, il faut les déloger, il faut permettre à d'autres gens d'occuper des espaces qui ont été réservés trop longtemps aux mêmes personnes. Ça, c'est très classique, là. C'est ce qui s'est passé un peu à la Révolution française aussi. Donc, il se crée une sorte de micro-aristocratie là, à l'intérieur des sociétés, des institutions. Et elles doivent être délogées, non pas par la violence. Je
pense qu'on n'est pas rendu là au Québec, là, contrairement à ce que suggère en quelque sorte Catherine Dorion dans son dernier passage à un podcast d'extrême gauche bien connu à Montréal, mais surtout à Montréal, sinon pas très connu sinon. Bref, mais c'est une question difficile quand même, Francis. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on peut continuer à évoluer en parallèle dans nos vies personnelles. Les cellules familiales restent importantes aussi, fondamentales. Mais non, il ne faut pas le lâcher. Je pense qu'il faut continuer à espérer qu'il y ait un renouvellement institutionnel, mais ça prend une prise de conscience. Parce que là, on n'est pas c'est une implosion, comme tu le dis, c'est-à-dire on n'a pas eu besoin de l'extrême droite, en fait, pour que les institutions publiques s'effritent au Québec. Là. C'est l'œuvre, c'est de la gauche, par la gauche, pour la gauche. Là, ben, pas pour la gauche, en fait, c'était pour la population. Mais donc, le modèle a implosé. Et c'est là que tu me poses la question, c'est quand que les gens vont se réveiller, ben, c'est quand ça va aller trop mal pour qu'ils fassent semblant que tout va bien. Et on y est. Parce que c'est très concret, là, quand c'est rendu que ça touche le monde physique, là, les institutions, quand vous avez un plafond qui s'effondre, là, vous ne pouvez pas dire que Blanchet-Gravel ou Libra-Média fabulent sur le déclin du Québec. Là. Vous avez des morceaux de toit ou de plafond qui tombent sur, bon, pas nécessairement sur les élèves, là, mais vous avez un effritement physique concret, naturel, là, donc devant vous. Donc là, vous ne pouvez pas le nier. Regardez le pont de Québec, là, vous comprenez, là, il y a quelqu'un, c'est très symbolique, là, donc un pont rouillé sur le point de s'affaisser. C'est dangereux en plus. Bon, ça, on parle des transports ici, là, mais vous comprenez. On est devant une implosion très claire du modèle québécois. On y est et c'est très grave. Donc, au niveau, pour réformer le gouvernement, finalement, il faut faire en sorte qu'il ait le moins de pouvoir possible pour se diversifier. On le sait, dans les crises, dans les chutes boursières, il faut être diversifié pour pouvoir assumer la perte. Oui, peut-être. Mais je te pose la question, donc, pour renouveler les institutions, la diversification... c'est-à-dire que le problème est d'abord individuel. Les gens qui disons les principaux acteurs des institutions sont les personnes vivantes, les composants. Donc, le problème de la chute institutionnelle vient de la chute personnelle des individus qui composent la société en général. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la délégation du pouvoir sur la propre vie. Donc, trop longtemps, une société qui trop longtemps laisse des structures inchangées avec un modèle rigide qui empêche l'innovation, qui empêche la créativité, qui empêche la liberté, avec un pouvoir de coercition fiscale, disons, qui tue le génie des peuples, c'est sûr qu'on se ramasse avec une baisse de la qualité des citoyens. Il n'y a pas de baisse de qualité de la dignité des personnes, jamais. C'est une dignité intrinsèque qui ne souffrira jamais d'une quelconque diminution, mais au niveau de la qualité citoyenne et de la qualité des talents et du déploiement des talents de chaque personne, c'est clair que le modèle, entre guillemets, québécois a fait beaucoup de ravages et là, on se ramasse dans le fond du baril. Donc, comment faire en sorte que les personnes maintenant qui sont à l'âge de grandir et de déployer leur personnalité puissent se sortir de ce cercle vicieux? C'est en faisant en sorte que les institutions qui les traitent, qui les tirent vers le bas, c'est-à-dire la majorité des institutions gouvernementales canadiennes, fédérales, municipales et tout ça, aient le moins d'emprise possible sur ces personnes et sur la société civile. Donc, comment faire ça? Il faut réduire massivement le fardeau fiscal, massivement les impôts des entreprises, massivement le nombre de fonctionnaires qui ratent leur vie à se lever tous les jours pour une mission qui est en grande partie inutile. Et c'est ça, et récupérer peut-être un peu des investissements et des impôts qui seront toujours collectés pour une robotisation massive et une délégation de toutes les tâches subhumaines. Maintenant, on pourrait employer ce terme-là, subhumaines aux robots qui pourront le faire beaucoup mieux que nous. Donc, je pense que c'est la voie pour l'Occident.
à savoir si oui ou non ce sera celle si on la choisira d'une manière éclairée ou elle nous sera imposée. Ça, c'est Volontaire vraiment ou les c'est ça. choix. Oui, exactement. Puis c'est toujours plus humain lorsque c'est volontaire et c'est toujours plus animalier et bestial lorsque c'est imposé. Donc, Violent, ouais. exactement. Donc, moi, je suis pour des politiques humaines qui respectent la volonté des êtres humains et leur liberté, qui est une caractéristique fondamentale qui nous distingue des robots. Donc, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Par contre, je suis le témoin d'un système qui est incapable, qui est nostalgique d'un temps passé où on pouvait prétendre que, disons, détruire sa vie et à travers la paresse était un signe d'émancipation. Donc, c'est un peu là où je suis. Bon, et chacun doit le faire par soi-même et oui, voter en conséquence. Et pour peut-être pas de ses intérêts à court terme, mais pour tous ceux qui pourraient pu se sentir visés par mes remarques. Mais sachez qu'il sera toujours le choix de la liberté et sera toujours le choix de l'émancipation et le choix qui permet justement le déploiement de ce à quoi nous sommes tous appelés. Et donc, bon, comment ça va se faire? Bon, on va le voir. Il y a sans être révolutionnaire, il y a quand même des courants de pensée en Occident qui soulignent les aspects que j'ai nommés. Au Québec, bon, on le voit, il n'y en a qu'un, c'est le Parti conservateur du Québec qui propose des mesures de réduction fiscale timide, oui, mais quand même qui va dans la bonne direction, à savoir si le système, les choix des Québec, puis c'est toujours intéressant de voir aussi que le seul parti de l'innovation, c'est le Parti conservateur. Il y a quelque chose aussi dans les mots là, qui sont complètement inadéquats. Même les mots utilisés dans la sphère publique et politique ne sont plus capables de saisir le réel. Le réel, c'est qu'on a affaire à 4 partis conservateurs et un parti de l'innovation. Ça, c'est la vraie réalité. Bon, on va faire avec les termes dont on a hérité, mais le changement de terme, un changement de terme s'impose au Québec et je pense que ça va faire partie de la solution, d'où l'importance de médias comme Libre Média qui vous reviendront l'année prochaine, la saison prochaine, en septembre prochain, pour une nouvelle saison du Libre Podcast. Parle-nous un peu de est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir durant l'été, sur quoi tu vas travailler, mon cher Jérôme? Ben nous, on poursuit notre mission cet été, malgré un ralentissement de l'actualité, surtout au Québec. Donc, vous allez continuer à nous lire, à lire des reportages, des entrevues, des articles d'opinion, aussi en particulier sur libre-média.com. On a des choses en préparation qu'on ne va pas divulguer immédiatement. Mais vous le savez, on reste très actif. Donc, la censure, chers amis, chers auditeurs, ne prend jamais de vacances. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en vous rendant sur le site ou à faire un don. C'est aussi très efficace pour nous aider à lutter contre la censure qui reste très présente partout en Occident, au Québec en particulier, même l'été. Donc, on vous souhaite à tous nos auditeurs vraiment un bel été. Reposez-vous, prenez des forces et d'une certaine façon, prenez aussi votre destin en main pour avoir des bonnes nouvelles au jour le jour que vous produirez vous-même plutôt que d'essayer d'en trouver nécessairement chez le voisin et chez les gouvernements, ce qui ne risque pas d'être le cas cet été. Mais vous pouvez éventuellement regarder l'ensemble de nos contenus sur YouTube. Il y a beaucoup d'heures présentes et disponibles pour tous. Nous publierons éventuellement cet été également la conférence que nous avons faite sur le déclin comme opportunité qui a été très populaire
justement au sein de nos abonnés et des personnes présentes ce soir-là. Mais donc, restez à l'affût. Puis, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Libre Média Aussi, pour oui. recevoir l'ensemble des vidéos au moment où ils sortiront. On se prépare également à la campagne électorale qui aura lieu en septembre et Oui. nous serons très heureux de vous retrouver à ce moment-là pour continuer à distinguer le vrai du faux et recadrer un peu les enjeux du Québec dans leur perspective, disons plutôt globale, comme ça a été notre habitude. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine et de cette saison. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous suivre sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. N'oubliez pas de vous abonner au libre-media.com pour la modique somme de 5,99 par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Jérôme, bon été à toi. Bon été à toi, Francis, et à tous nos auditeurs. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la saison prochaine en septembre pour d'autres épisodes du Libre Podcast.